Alors celui dont je m'occupe aujourd'hui et que j'ai repris d'ailleurs en 2018, c'est un boutique hôtel parisien 4 étoiles, 26 chambres, qui s'appelle Hôtel Saint-Marc, qui est un petit boutique hôtel, designé par un architecte très connu italien qui s'appelle Dimore Studio. Vous vous souvenez sans doute de mon échange avec Marjolaine Levesque d'Hôtel Partner. Cet épisode a fait un carton. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé de revenu management avec clarté, avec bon sens, avec une vraie vision terrain. Depuis, des dizaines d'hôteliers ont déjà fait appel à Hôtel Partner et tous me disent la même chose. On a enfin trouvé un partenaire qui comprend vraiment notre métier. Vous aussi, vous voulez booster vos revenus et garder l'expérience client au centre? Alors contactez Marjolaine de ma part. Elle se déplace gratuitement dans votre établissement pour réaliser un diagnostic complet. Avec Hôtel Partner Revenu Management, vous ne gagnez pas seulement chiffre d'affaires, vous gagnez un allié durable. Reprendre un hôtel à 25 ans, être jeune, être la fille d'eux, et pourtant devoir s'imposer, manager, décider. Mon invité du jour, Margot Graff, dirige aujourd'hui un 4 étoiles parisien. Elle a une conviction forte, le beau ne suffit pas. Dans cet épisode, nous allons parler de légitimité, de posture managériale, d'expérience client et d'entrepreneuriat. Bonjour Margot, bienvenue sur Hospitality Insiders. Hello Maxime, ravie. Très content de t'avoir pour cet échange. Ça fait longtemps que je voulais qu'on ait cette conversation. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Si je te dis, ma chère Margot, reprendre un hôtel à 25 ans, ça évoque quoi chez toi? Écoute Maxime, très honnêtement, un mélange d'enthousiasme brut et de pression silencieuse. À 25 ans, on n'a pas encore toutes les certitudes, mais on a une énergie immense et une capacité de travail presque, je dirais, naïve. Ce que ça réveille surtout, c'est une responsabilité précoce, celle de devoir être crédible très vite, sans filet. Mmh, ouais, je comprends. On va évidemment dérouler un petit peu tout ton parcours, mais je voudrais comprendre, hem, toi, tu t'es retrouvé un petit peu la fille d'eux, comme on dit dans le jargon. Comment est-ce que tu as réussi à trouver ta place, dans un milieu, aussi, exigeant et avec finalement assez peu d'expérience opérationnelle et notamment à la direction? Alors, je savais que je n'avais pas le droit à l'erreur, ou plutôt que mes erreurs seraient en tout cas plus visibles que celles des autres. J'étais dans une logique de Mmh, surpréparation permanente. Donc en fait, observer, écouter, comprendre avant de vouloir transformer. Il était évidemment, présent, le regard des autres dont tu parles, l'âge, le fait d'être une femme, le fait d'être, comme tu dis, la fille d'eux. Tout cela crée des projections, mmh. en effet rarement neutres. J'ai compris, en fait, très tôt qu'on ne convainc pas que par le discours, mais en fait par la constance. En Bien sûr, acceptant, en ouais. fait, de ne pas chercher à me justifier, j'ai choisi de ne pas m'imposer par le statut, mais en fait par le travail. Être sur les terrains, apprendre des équipes, reconnaître que, je ne savais pas encore. En fait, la légitimité ne se décrète pas, pour moi, elle se construit. Mmh. Tu peux nous mettre le contexte maintenant qu'on a, un petit peu, ouvert le capot d'entrée, mais, comment tu t'es retrouvé donc, dans ce métier, d'hôtelier, si jeune à ces postes-là qu'on comprenne bien? Tout à fait. Alors du coup, après une expérience, donc après un master dans le luxe, et ayant travaillé chez Chanel pendant 1 an et demi, un jour, ma famille me dit: «On va ouvrir, un hôtel, est-ce que le challenge te dit?» Et non, au tout début, pas du tout, puisque je ne m'y connaissais pas du tout en hôtellerie. Donc j'ai dit: «Avant de faire quoi que ce soit, déjà, il faut que j'ai les bases». Donc je suis repartie complètement dans un autre cursus, en reprenant mes études, en réapprenant les bases de l'hôtellerie, en partant en école hôtelière en Suisse. Et là, j'ai tout réappris, j'ai switché complètement sur un autre domaine et ensuite, tu as raison, j'ai repris les rênes, mais c'était progressif. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il y a une vraie période de transition où vraiment j'ai écouté, regardé, avec beaucoup d'attention, mais j'ai jamais, osé vouloir, décider. Pas du tout. C'était vraiment de l'observation et ensuite quand je m'en suis sentie capable avec les outils, du terrain et les bases que j'avais obtenues au cours de ce MBA, bah, je me suis lancée.
Pour bien comprendre, tes parents, ils étaient hôteliers ou pas du tout? Enfin, ils ont pris une lubie un jour, «On va ouvrir un hôtel et Margot, tu voudrais pas bosser avec nous?» Non, de base, ils sont dans l'immobilier, donc mon père est dans l'immobilier commercial et donc il investissait dans des murs hôteliers et le challenge, c'est vrai, de gérer un fonds, hôtelier l'avait toujours intéressé. C'était toujours c'était mystérieux, donc ça l'intéressait. Et c'est vrai qu'il avait besoin de quelqu'un pour être sur le terrain et exercer un vrai leadership, hein. Fallait vraiment que quelqu'un reprenne les rênes, donc on s'est dit: «Ben, pourquoi pas?» Mais c'est vrai qu'au début, c'est une vraie pression et en fait, j'ai Bien eu un sûr. vrai coup de cœur pour l'hôtellerie. Ça a été c'est un vrai coup de foudre presque, c'était comme si c'était inné, guidé, je me suis découverte. Mmh. J'ai envie de continuer un peu de vivre ça avec toi. C'était quoi comme type d'hôtel? C'était un hôtel parisien, 3, 4 étoiles, il était comment? Alors de base, j'ai fait un stage avant de reprendre donc l'hôtel familial, j'ai fait un stage dans un petit hôtel 4 étoiles qui d'ailleurs, existe toujours rue dans le 6e rue de Rennes et j'ai fait l'ouverture de A à Z. C'était ça mon stage de fin d'études, de MBA et en fait, je me suis découverte. Tu fais, des missions tout enfin ça n'arrête jamais, tu passes du coq à l'âne, du matin au soir, tu passes du RH, du yield à la gestion d'équipe, au petit déjeuner et en fait cette énergie, finalement que j'ai débordante, se retrouver finalement presque avec une énergie, différente bien évidemment, mais l'hôtel et moi on faisait plus qu'un et donc c'était ça qui était fortement, enfin qui m'a plu Mmh. et qui permet d'ailleurs de ne jamais s'ennuyer. Ouais, complètement et donc, l'hôtel de tes parents, lui, c'était quoi comme typologie d'établissement, que je comprenne? Alors celui dont je m'occupe aujourd'hui et que j'ai repris d'ailleurs en 2018, c'est un boutique hôtel parisien 4 étoiles, 26 chambres, qui s'appelle Hôtel Saint-Marc, qui est un petit boutique hôtel, designé par un architecte très connu italien qui s'appelle Dimore Studio. On a 26 chambres décorées avec, beaucoup de détails et d'attention. Chaque chambre a une particularité différente. Tout est fait avec beaucoup de soin et chiné avec beaucoup de goût. Voilà, on est vraiment dans le carré, je dirais, d'or, parisien. On est vraiment à 2 pas de l'Opéra et de la place de la Bourse. Donc voilà, on s'est lancé là-dedans et depuis 2018, je suis toujours, à la tête de cet hôtel. Alors attends, 2018, c'est le moment où tu as commencé ou c'est le moment enfin, c'est le moment où c'était ton C'est premier le poste, moment en où j'ai fait? repris l'hôtel Saint-Marc. Waouh, OK et avant, il y Voilà. avait une autre expérience hôtelière ou c'était le fameux premier hôtel acheté par ta famille? Non, non, juste avant, j'avais fait un stage de fin d'études, dans un hôtel qui s'appelle Ouais, le l'hôtel fameux stage, Légende. Voilà, dans un groupe qui s'appelle Elegantia, qui est assez connu, enfin qui est très connu dans l'hôtellerie d'ailleurs parisienne et donc ça, c'était mon stage de fin d'études. incroyable comme parcours. Donc de 2018 à, maintenant tu de 2026, comment, tu as réussi en fait, à obtenir un certain succès avec, cet établissement? Tu nous dis en effet qu'il est magnifique, il a été fait par un architecte, mais on est entre nous, on est entre hôteliers, on sait que ça ne suffit pas, d'avoir un bon architecte. Il faut notamment qu'il y ait une bonne direction et un bon équipage, derrière cette direction. C'est quoi un peu tes clés de succès? Alors je dirais que mon leadership, il s'est construit dans la durée, c'est ni un leadership autoritaire, ni un leadership effacé. C'est une posture de clarté, d'exigence, de respect, beaucoup de respect. Dire les choses, tenir le cap et surtout être aligné, entre ce que je demande, ce que je fais. Là où tu as totalement raison, c'est que le Saint-Marc fonctionne parce qu'on a compris très tôt que le beau ne suffit pas, clairement. Chaque Mmh, client doit sentir que ce n'est pas un numéro. Cela passe par des détails simples, mais rigoureusement suivis, tels que les habitudes, les préférences, les attentes implicites. On a énormément de clients habitués qui arrivent, le mardi chaque mardi, sans citer de voilà, et qui savent que dans leur chambre, ils attendent, telle ou telle, chose particulière et à heure précise. Donc c'est-à-dire on sait exactement leur heure d'arrivée. Le train arrive à la gare à 18 heures. On sait qu'ils arrivent à l'hôtel à 18h30. À 18h37, ils sont en chambre. À 18h39, ils regardent le bureau, ils ont leur petite pâte de fruits pour ce client habitué qui adore les pâtes de fruits. Voilà, en fait, je crois profondément que déjà, un bon hôtel, c'est déjà une présence terrain. Le manager, il doit vraiment être présent, être visible, accessible, impliqué.
Un hôtel, en fait, se ressent Mmh. avant même de se mesurer. Vraiment, tu Ouais, bien rentres sûr. dans l'hôtel, tu sais exactement ce qui s'y passe et l'attention aux détails invisibles dont on parlait, les clients évidemment, ils ne voient pas tout, mais ils ressentent tout. Donc la fluidité, le calme, la cohérence du service viennent de tous ces détails invisibles, mais totalement maîtrisés. Mmh. Tu as combien d'employés dans cet établissement? Alors au total, on est 15. On commencé en 2018 avec de la sous-traitance dans les étages. Par choix totalement personnel, on a décidé d'internaliser l'intégralité de l'équipe aujourd'hui. Donc c'est vraiment, 15 personnes, ça va du valet de Mmh. chambre au réceptionniste, à la cafetière. Vraiment toutes les équipes sont internalisées. D'accord, et est-ce que, tous te réfèrent directement ou est-ce que tu as mis des managers, opérationnels, ce qu'on appelle du middle management avec des chefs de service qui, eux, te réfèrent? Comment tu organises ton management? Alors, on a un seul chef de réception, mais mis à part, la chef de réception actuellement, tous se réfèrent à moi. C'est-à-dire que j'aime vraiment tout connaître. Chaque détail de chaque journée, je dirais presque, je connais tout. C'est-à-dire s'il y a un sujet en chambre, un problème, suite à un départ client sur la moquette, vraiment le moindre détail, je veux qu'on m'en informe, je veux être au courant et bien sûr, on prend des décisions ensemble, mais oui. Tu le disais, hein, tout à l'heure que c'est un métier où il faut être beaucoup sur le terrain. Tu peux nous raconter aussi, toi, un peu ton quotidien ou ta répartition terrain? Est-ce que tu es avec tes équipes? Est-ce que tu es avec tes clients? Est-ce que tu es beaucoup, à distance ou en extérieur? Ça m'intéresse de comprendre comment, toi qui en plus as appris vraiment, dans cette maison-là, comment est-ce que tu te diriges? Alors non, moi je pense qu'un bon manager est vraiment un manager qui est sur le terrain. J Vraiment, il se doit d'être visible, accessible, impliqué. Alors après, comment je répartis ma journée? Je dirais que déjà je suis toujours à l'hôtel. Si c'est pas 7 jours sur 7, c'est au moins, 5 jours sur 7 maintenant que j'ai des enfants. Mais auparavant, c'était vraiment du 7 sur 7. J'avais aucun souci même, en débutant et en reprenant l'hôtel à faire des nuits. Tu vois? J'enchaînais jour, nuit. Mais c'est très important pour moi d'être sur place et de vraiment je me balade. C'est-à-dire que je suis, une grande partie de ma journée bien sûr en réception, donc j'écoute tout ce qui s'y passe, check-in, check-out. Il m'arrive même moi d'ailleurs, j'adore faire ça, j'adore faire les check-in, j'adore faire les check-out. Alors ce que je préfère, c'est bien évidemment les check-out, comme ça j'ai vraiment l'expérience, après le séjour client, donc ça me permet vraiment d'obtenir les retours en temps réel et d'obtenir, voilà, de savoir où est-ce qu'on peut s'améliorer, ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a justement été et donc ça me permet vraiment de travailler ça au quotidien. Donc je pense que vraiment le nerf de la guerre pour moi, c'est la réception. Maintenant, je passe Mmh. énormément de temps dans les étages. Pour moi, c'est une division clé. Les chambres, les valets de chambre, c'est le nerf de la guerre, hein. C'est-à-dire que, tout ce qui se passe dans les étages, tu es censé être au courant, tu dois suivre, quand les départs, enfin quand ils sont partis, ils doivent nettoyer dans un certain timing. On a le timing exact de quand ils finissent la chambre. S'il y a des demandes particulières, tout doit être monté. Souvent, je fais des vérifications quand la chambre a été donnée, rendue à la réception. Je fais des visites surprises pour voir s'il y a des contrôles à faire, s'il y a des choses à améliorer, si tout a bien été monté. Non, pour moi, vraiment, j'oscille entre tous les services, donc même au petit déjeuner, tu vois? À mon arrivée, c'est la première chose que je fais, c'est je vais au petit déjeuner, je regarde le buffet, si tout est bien dressé, si les tables sont OK, si tout le monde est servi. J'ai pas de routine particulière, réellement, mais ce qui est sûr, c'est que oui, je suis partout, à la fois et j'essaye en tout cas d'être très présente pour mes équipes et c'est vrai qu'ils le ressentent beaucoup et ils peuvent beaucoup s'appuyer sur moi, mais d'un autre côté, dans l'autre sens, je peux aussi beaucoup m'appuyer sur eux. C'est-à-dire que j'ai vraiment confiance absolue en mes équipes. Si je ne suis pas là le dimanche, je sais que ça tourne, enfin vraiment j'ai une confiance aveugle. D'ailleurs, j'ai une équipe, c'est important de le noter, assez fidèle, enfin très fidèle même. On change très peu nos équipes, les gens restent très longtemps. Pour tout te dire, 1 ou 2 personnes de la réception même, pardon, sont arrivées en 2018. On est en 2026, c'est très rare. Ça fait presque 8 ans, qu'ils sont à la même place et qu'ils, font la même mission. Tu vois, dans d'autres hôtels, tous les 6 mois, ils changent de réceptionniste. Non, pas du tout ici. Vraiment, on essaye vraiment de travailler sur la longueur, sur la les relations humaines, pour moi, c'est vraiment la clé.
Ça, c'est le meilleur des KPIs, hein, quand tu as tes collaborateurs qui restent pendant des années et est-ce qu'eux Exactement. ont, ont réussi aussi à changer d'étiquette, vis-à-vis de toi? Puisqu'en fait, ils t'ont connu la fameuse fille de, je caricaturais en début d'épisode, versus aujourd'hui où on entend que tu es une leader, assurée et assumée dans ton établissement. Eux ont réussi ou plutôt comment tu les as accompagnés à ce qu'ils changent d'étiquette vis-à-vis de toi? Écoute, je pense vraiment par le travail et pas et avec le temps évidemment, mais tu vois, j'ai pas peur de me salir les mains. Quand je suis arrivée, il y avait j'ai aucun problème moi à monter les bagages, encore ce matin, on a une SDF, devant l'hôtel. J'ai aucun problème à moi aller, dehors, ramasser les affaires, l'aider, nettoyer l'entrée de l'hôtel, parce que l'équipier est en train de s'occuper de clients. Je suis vraiment partout et en fait, je pense que par Mmh. mon implication et par le fait que j'ai aucun sujet à faire leur, tâche à leur place ou alors on le fait même ensemble, c'est ça qui est intéressant, on le fait souvent ensemble. Ils m'ont accordé cette confiance, ils m'ont vu faire et avec le temps, le travail et la persévérance, en fait, on s'est fait confiance mutuellement et c'est ça pour moi qui mène à un succès et à la réussite puisque un hôtel sans équipe, il se passe plus rien. Ouais, et tu vois, je pense que c'est une belle, synthèse à faire et un conseil à ceux qui nous écoutent. Dans ce métier-là, quoi que tu fasses, peu importe les diplômes, peu importe qui tu es, en fait, il faut être présent, il faut être impliqué et se remonter les manches et en fait, c'est comme ça qu'on gagne, nos un peu nos écussons, tu sais, dans l'hôtellerie, en étant vraiment sur le terrain ultra opérationnel et comme quoi même quand, toi, tu arrives finalement déjà par le haut, où tu aurais pu dire: «Bon, finalement, moi, j'ai pas envie de faire ces postes-là», c'est parce que tu l'as fait qu'aujourd'hui tu es crédible à tes é auprès de tes équipes et qu'elles te suivent des années après. Mais même au contraire, je pense que si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas y arriver. Pour moi, tu ne peux pas gérer un hôtel si tu n'as pas fait de réception, si tu ne sais pas faire un check-in ou un check-out ou si tu ne sais pas, les bases de l'hôtellerie, à savoir que le client est roi, que, chaque détail, phrase ou mot donné par le client, quel qu'il soit, doit rentrer dans la balance. Pense vraiment que c'est un métier vraiment si tu fais pas de terrain, je sais pas comment tu peux t'en sortir. Mmh. Ouais, je partage ça en effet. Je mets juste une nuance sur le client est roi, là où voilà, j'ai appris à mettre un peu d'eau dans mon vin depuis quelque temps aussi, parce que ça veut pas dire que tout est autorisé, mais on s'entend, c'est que tu as vraiment une vision, un focus sur, l'expérience, du client, la qualité du service, que tu es prête à beaucoup donner pour ça et ça, c'est évidemment, essentiel dans ce métier-là. Bah, je donne, tout en fait aux clients. Bien sûr Mmh. avec beaucoup de respect et mutuel, mais en tout cas s'il a une demande, on essaye d'y répondre. C'est vrai que moi l'expérience client, c'est le nerf de la guerre dans l'hôtellerie. Après l'équipe, tu vois, il y a vraiment cette expérience client qui aujourd'hui en 2026, on se démarque, non pas on se démarque vraiment par cette expérience client. C'est comme ça qu'on se différencie par rapport aux autres en tout cas. Écoute, on comprend beaucoup mieux maintenant ce que c'est que l'hôtel Saint-Marc. Je voudrais aussi qu'on creuse toi en tant que personne, on te découvre comme manager, comme, leader. Tu as glissé tout à l'heure un petit morceau de ton parcours. Qu'est-ce que tu aimerais, nous partager? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on sache que l'on ne sache déjà au-delà de ton parcours et de tes diplômes? Écoute, je dirais non, que mon parcours il est fait, d'ajustements constants. J'ai appris dans les moments de doute, mais aussi dans les réussites et surtout j'ai appris en faisant, parfois trop vite, parfois imparfaitement, mais je pense que c'est vraiment en ayant eu des échecs que tu te relèves et que tu apprends encore plus, vraiment. Après, mon master et mon MBA, je pense que ça m'a apporté une structure de pensée, clairement, une capacité d'analyse, un langage commun avec, certains interlocuteurs que je n'avais pas, les termes, vraiment spécifiques, à l'hôtellerie. Mais, c clairement, ça m'a pas appris à gérer une équipe fatiguée un dimanche soir ou, ni à sentir un client insatisfait avant qu'il ne parte. Ça, seul le terrain l'enseigne. Et tu vois, tout à l'heure, tu as glissé, je crois que tu avais des enfants. En tout cas, tu as parlé de vie de maman. Alors, tous ceux qui nous écoutent normalement connaissent mon actualité et donc je me sens particulièrement touché par ça. Tu dis d'un côté que tu es très présente, quasiment tous les jours, même le dimanche. De l'autre côté, j'entends qu'il y a un ou des enfants. Comment tu fais pour jongler entre les 2? C'est quoi tes conseils de maman directrice? Alors, je dirais que c'est pas simple, mais que ce n'est pas incompatible.
Ce qui change avec le temps, c'est, vraiment c'est l'organisation, la délégation, je dirais et surtout le rôle qu'on porte sur la perfection. La charge mentale, évidemment, elle existe, mais elle se gère beaucoup mieux quand on accepte de ne pas tout contrôler et c'est vraiment mon cas. Donc je dirais qu'il faut vraiment essayer de trouver un équilibre entre vie perso et vie pro, c'est évident, mais ça se fait et non, c'est tellement d'amour, quand tu rentres à la maison que tu oublies tout, t presque toute ta journée. Ouais, je comprends. Et tu arrives à lâcher prise, tu parlais de pas tout contrôler, mais on comprend aussi, et de ton profil et moi je dois dire que je me reconnais beaucoup en ça, que tu es extrêmement impliquée, donc j'imagine que tu es très, très minutieuse. Comment tu arrives à trouver la balance entre ça, le lâcher prise de l'autre côté qu'il faut? Parce qu'en fait, à un moment, tu peux pas être 15 heures par jour dans ton hôtel et en même temps être une maman, le matin et le soir et te reposer, avoir ta vie personnelle. Je Ça m'intéresse de creuser un peu ce point-là. Alors non, c'est une bonne question. J'ai du mal à lâcher prise. Clairement, c'est un de mes plus gros, problèmes. Donc quand je reviens à la maison et que je m'occupe de mes 2 filles, à l'heure du dîner, je les couche, je leur raconte leur petite histoire. C'est vrai que très souvent, une fois qu'elles sont couchées, je me remets à table et je me remets à travailler pendant 1, 2, 3 heures, ça dépend. Mais j'essaye d'au moins couper ma journée, de me dire: «OK, il faut que je rentre, il faut que j'ai ce moment pour moi et surtout pour ma famille et mes filles». Et je m'impose vraiment de le faire à des horaires fixes presque, où je me dis, je me mets un réveil et je sais que je dois partir de l'hôtel. Mais je me ressource dans ces 2 heures, tu vois, de dîner et cetera et je suis prête à de nouveau à en découdre après, une fois qu'elles sont couchées. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye de gérer mon J'adore quotidien. J'adore l'idée du réveil. C'est pas un réveil pour se réveiller, c'est un réveil pour vous rappeler de quitter l'hôtel, rentrer à la maison. C'est une très bonne idée pour tous ceux qui nous écoutent. Je pense qu'il y en a plus d'un qui va se reconnaître là-dedans. En tout cas, ça marche assez bien. Et ouais, j'imagine. Écoute, je te propose avec un peu de légèreté, jouer à mon petit jeu habituel sur ce podcast qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te redonne les règles, elles sont simples. Tu nous partages un mot-clé de ton choix qui est utilisé par, nos insiders en réponse à l'hebdo, qui est ma newsletter. Donc tout simplement, ils répondent à ma campagne, de newsletter avec le mot-clé. Eh bien, ils obtiendront un bénéfice de ton choix et on t'écoute pour et le mot-clé et le bénéfice. Alors le mot-clé, je vais dire, exigence et le bénéfice, un café ou un échange d'1 heure avec moi pour parler leadership, entrepreneuriat, hôtellerie, sans filtre. Excellent. Directement à l'hôtel Saint-Marc? Avec plaisir. Ah super. Je me permets une courte parenthèse. Si vous souhaitez aller plus loin que l'écoute et structurer concrètement vos pratiques, l'Académie Hospitality Insiders vous accompagne avec des formations, des ressources et une communauté de professionnels engagés. Rendez-vous en description pour accéder à l'Académie. On reprend. Comme si tout ça ne suffisait pas, tu nous l'as caché, en tout cas je l'ai caché depuis tout à l'heure, tu ne fais pas que ça, tu as aussi, créé, une autre entreprise qui s'appelle, je crois Muse Nails Bar. Je voudrais bien que tu nous dises pourquoi cette entreprise et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, du coup, Muse Nails Bar, c'est un concept de bar à ongles haut de gamme. Pour tout te dire, j'ai créé, Muse Nails Bar en 2020, donc quand on était en plein covid et que tous les hôtels étaient fermés. Pour te dire que vraiment j'ai du mal à lâcher prise. Quand tout est fermé, je lance des Mmh. concepts. Pourquoi Muse Nails Bar? En fait, parce que je retrouvais dans la beauté exactement, finalement, les mêmes enjeux que dans l'hospitalité. L'expérience, la régularité, le sentiment d'être attendu et en fait, parce que j'avais envie de créer un lieu haut de gamme, pensé un peu comme un hôtel. Donc ce que l'hospitalité m'a appris pour la beauté et je dirais et inversement d'ailleurs, ça marche dans les 2 sens. Le parcours client avant tout évidemment, la régularité du service, c'est évident, voilà, pas l'exception. La formation et la considération des équipes et je dirais dernière chose, que la beauté m'a appris la précision extrême et l'hôtellerie en fait, c'est la vision globale. Tu avais ce besoin, d'entreprendre en plus alors diriger un hôtel, c'est pas complètement entreprendre pour moi, même si dans ton cas, tu partais quand même d'une ouverture. Hem, mais là, tu crées vraiment de zéro en plus un concept. C'était quoi? Enfin, j'aimerais comprendre un peu la motivation, sachant qu'en 2020, en plus Covid, ton quotidien est déjà très occupé puisque tu gères un hôtel et c'est le début de ton parcours encore. Qu'est-ce qui peut te pousser à te dire: «Je veux entreprendre»?
Du coup, pourquoi je me suis lancée? Toujours avec cette volonté de dépassement de soi et de créer vraiment quelque chose, avec une vision de bien-être, une vision alors on était en pleine période covid où tout le monde parlait de santé et c'est vrai que à ce moment-là, les gens, ils avaient particulièrement envie de prendre soin d'eux après ces confinements. D'ailleurs, il y a eu un boom dans les ouvertures de boutiques de bar à ongles ou dans les salons de massage ou dans les d'ailleurs des pour les nutritionnistes. Enfin tu sentais vraiment une prise de conscience où tout le monde vraiment avait passé une période difficile, dure et ils voulaient tous se remettre en forme, être, voilà, prendre soin d'eux et moi en revenant de Londres, je me suis vraiment dit qu'en fait, il y avait un manque sur le marché parisien. À Londres, c'est vraiment un standard, classique, le bar à ongles, londonien, c'était hyper courant. À Paris, très peu, dans, le centre parisien ou en tout cas pas avec des standings d'hygiène, poussés et avec une décoration soignée, ni avec un service ou un standing de qualité, en tout cas poussé à à ce que nous on espère, avoir, quand on se rend dans ce type de lieu et voilà et en fait je me suis dit, «Lance-toi», mais la vérité c'est que 10 ans plus tôt, j'avais déjà eu l'idée de créer un bar à ongles. Mais que je l'avais jamais fait parce que mes parents m'avaient dit: «Un bar à ongles, tu le feras peut-être plus tard, quand tu auras fini tes études» et cetera. Mais en fait, je trouve que c'est une super idée, c'est porteur, ça a le vent en poupe, ça se duplique très facilement. Tu vois, en 2020, on en a ouvert un, maintenant, 5 ans plus tard, on ouvre le cinquième. Donc très belle expérience, de dépassement de Ouais. soi, de projection de tout et je le referai encore et encore parce qu'après j'ai des idées chaque jour j'ai d'autres idées donc je suis vraiment une entrepreneur dans l'âme. Mais j'essaye de me limiter sur, voilà, l'hôtel, Muse, mes enfants. Mais si je m'écoutais, je pense que je monterais un business par jour. Ouais, ça s'entend et ça, c'est en effet l'âme de l'entrepreneur. Mais alors, moi, j'avais l'impression que 100 de ton temps était alloué à ton entreprise, l'hôtel Saint-Marc, plus un petit peu de ton temps pour tes enfants. Où est-ce que tu arrives à gérer? Là, tu dis il y a 5 Muse Nails Bar, comment tu fais? Ça veut dire que là, tu es obligé d'avoir une posture beaucoup plus, de délégation et que tu as peut-être des managers par entreprise? Ça m'intéresse parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de liens avec notre secteur aussi. Alors en fait, on s'est associés donc ma meilleure amie et moi sur ce concept et quand j'ai lancé Muse Nails Bar au tout début, elle était en reconversion professionnelle et m'a dit: «Écoute, je pense que clairement tu as pas le temps d'être sur le terrain». Puisque c'est la vérité, moi je passe mes journées à l'hôtel. Donc je cherchais quelqu'un pour justement être sur le terrain, avoir cette, casquette, de manager et à cela s'ajoute aussi le fait, tu as raison, que dans chaque boutique, on a une manager et un responsable. Donc en fait, moi, je gère pas du tout le quotidien de Muse. Je suis plutôt dans la stratégie, dans les chiffres, dans les ouvertures, dans la vision long terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment créer, cette vision, voilà, créer cette marque finalement. Mais je suis pas du tout sur le terrain aujourd'hui, pour Muse. Ouais. Et c'est pour ça que c'est compatible, c'est-à-dire que tu es un peu la CEO de Musnez Bar et tu es la directrice opérationnelle, directrice hôtel de l'hôtel Saint-Marc. Tu pourrais pas, en tout cas il me semble, être directrice opérationnelle des 2 parce que, évidemment ton temps n'est pas extensible. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait compatible et ça fonctionne très bien comme ça. Mmh. Et alors à quand une expérience, Musnez Bar dans l'hôtel Saint-Marc? Peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs? Alors c'est pas le cas aujourd'hui parce que je pense que dans les hôtels c'est une bonne question parce que je me la suis posée pour être honnête. Je me suis dit: «Est-ce qu'un jour Mmh. on pourrait imaginer mettre un Musnels bar dans un hôtel?» Et d'ailleurs ça existe dans quelques palaces, il y a des barons parisiens qui maintenant se sont implantés dans les hôtels. Mais je pense qu'en fait, la clientèle hôtel, quand elle vient, c'est devenu un service que tu fais toi au quotidien en fait, homme ou femme d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. Mais quand tu te déplaces pour un rendez-vous ou un déplacement pro ou alors, que tu viens en week-end à Paris, en fait, ces services-là, en fait, ta routine beauté, tu la fais déjà dans l'endroit où tu vis. Donc ce sont plus des retouches ou des choses additionnelles que, quelque chose de récurrent. Donc pour moi, c'est pas tout à fait, ça colle pas tout à fait dans Muse Nails Bar ne s'implantera jamais à l'hôtel Saint-Marc et je pense que c'est p finalement pas tant une valeur ajoutée.
sauf si bien sûr tu es pas là, c'est un service additionnel puisque, tu vois, tu as la clientèle pour, disposer du spa, des massages, faire une manicure. Mais je pense que si on prend des statistiques et des vrais, rapports, je pense pas que la beauté, sur les ongles soit une rentabilité intéressante dans les hôtels, en tout cas. C'est intéressant que tu aies creusé ça parce que c'est une vraie question et moi, alors je m'étais jamais posé pour les ongles, je dois dire que je suis assez peu concerné, mais tu vois, typiquement la coiffure, je me la suis déjà posée et alors j'entends ce que tu dis, mais moi je me dis qu'au contraire, il y aurait un coiffeur, dans l'hôtel où j'irais séjourner et bien probablement que s'il pouvait me prendre sans réservation ou en tout cas que ça me serait proposé en même temps que ma résa hôtel, c'est un service additionnel beauté que je prendrais parce qu'en voyageant beaucoup toute l'année, eh bien, j'ai du mal à aller chez mon coiffeur, dans ma ville, régulièrement. OK, bah, peut-être que tu es un cas, à part, mais moi, vraiment de mon expérience, les gens me disent: «Ah non, moi je veux aller chez mon coiffeur, c'est important, il me coupe les cheveux de cette façon». Tu vois, vraiment cette Ouais, je vois. routine beauté, c'est vrai un peu 3.0, hein, mais parce que c'était peut-être pas comme ça il y a quelques années et en effet, ça a peut-être changé et évolué. Mais c'est vrai que pour des soins un peu importants, une coupe de cheveux, je sais pas si j'irais me faire coiffer dans n'importe quel, coiffeur d'hôtel que je connais pas. On va demander l'avis de l'audience. Dites-nous, en commentaire ce que vous feriez, et en tant que peut-être utilisateur client, est-ce que vous seriez intéressé par avoir un bar à ongles ou un salon de coiffure dans votre établissement quand vous travaillez et un peu si oui, quel type aussi de prestations? Ça m'intéresse de comprendre. Peut-être qu'il y a un nouveau marché qu'on va aller conquérir toi et moi, Margot, à la suite de ça. Écoute, je te propose qu'on construise ensemble le bonus des insiders. Donc traditionnellement, c'est une ressource exclusive qu'on leur met à disposition. C'est très simple, il y aura en fait un lien sur lequel ils pourront, cliquer. À l'intérieur, tu peux mettre tout ce que tu souhaites, et ce sera accessible soit, à travers ma newsletter ou directement en description de cet épisode-là. Qu'est-ce qu'on met dans le bonus des insiders? Écoute, j'ai décidé de mettre une checklist expérience client haut de gamme, issue de mes méthodes en hôtellerie, mais pas que, en beauté aussi, avec des points de contact clés, des erreurs fréquentes, des standards non négociables. Voilà. Le reste, je te le fais je laisserai les je les laisserai découvrir, directement, Superbe. Ah bah, très bien, ce sera accessible sur tous mes réseaux. De toute façon, ils me connaissent le process évidemment. Merci pour ça, c'est toujours, très généreux de ta part. Je te propose de bifurquer vers les questions signatures de notre épisode. La première, c'est tout simplement où et comment est-ce qu'on peut te suivre? Alors, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, ou Instagram, mon Instagram personnel ou, l'Instagram de l'Hôtel Saint-Marc ou, l'Instagram de Muse Nails Bar. Voilà, Très bien. En fonction de vos préférences. Ça fait déjà pas mal exactement. de points de contact. Et maintenant, je te propose un petit voyage dans le temps, rien de moins que 10 ans. Si tu pouvais voyager dans ton futur idéal, qu'est-ce que tu auras accompli dans 10 ans? Écoute, je dirais que j'aimerais avoir développé des lieux où l'on se sent sincèrement bien accueilli. J'espère transmettre une culture du service, alors exigeante mais humaine et j'espère avoir trouvé un équilibre, plus apaisé entre ambition et présence familiale. Margot, dans cette, lignée ou une autre, est-ce que tu as une recommandation de lecture à nous partager? Écoute, oui, récemment, j'ai découvert Kilomètre zéro de Maud Ankawa, pardon. Alors, c'est un livre qu'on m'a souvent recommandé, qui est très longtemps resté sur ma table de nuit, mais que j'ai découvert du coup le week-end dernier et que j'ai vraiment, adoré pour être honnête. J'ai trouvé que c'était un roman, initiatique centré sur la quête de sens, sur l'équilibre intérieur et en fait la transformation personnelle. Alors, je vais pas résumer, mais, c'est l'histoire d'une jeune femme brillante, mais qui est profondément désalignée et en fait, au fil des rencontres, tout change. Il y a un vrai suspense, c'est très bien écrit et ça fait beaucoup réfléchir et non, j'ai trouvé que vraiment c'était, très prenant et je recommande, fortement ce roman. Génial. Alors pourtant, on n'était pas au même endroit, mais figure-toi que j'ai vu aussi ce livre sur une table, non pas de chevet, mais plutôt sur une étagère ce week-end et je me suis rappelé qu'il m'avait été recommandé il y a quelques années et il est dans la bibliothèque des invités qui est accessible en ligne sous ce podcast, et donc ça m'a rappelé qu'il fallait absolument que je le lise. Merci, je vais le remonter en haut de la liste. Est-ce que tu as donc une citation favorite à nous partager?
Écoute, je dirais que, j'ai pas de citation favorite, mais là, comme ça, au à la suite de notre conversation, je dirais, «Les opportunités ne tombent pas du ciel, vous les créez». C'est Chris Grosser qui a écrit cette citation. Pour moi, elle est particulièrement pertinente en entrepreneuriat car elle met en lumière, en fait, la réalité fondamentale qui sont que les opportunités sont le résultat de l'action et non de l'attente. Je pense que clairement, les opportunités naissent de la prise d'initiative, de l'audace, du passage à l'action. Elles se construisent, par le travail, par la vision que tu as stratégique, le réseau, la capacité à décider. Finalement, pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne subit pas son environnement et en fait, il l'influence et le façonne. J'adore. Après toi, qui est-ce que tu aimerais voir et entendre sur Hospitality Insiders? Alors j'espère qu'il n'a jamais été, invité puisque sinon je suis une très mauvaise élève. Je dirais quelqu'un qui fait de l'hospitalité sans en faire un discours, mais plutôt un standard quotidien, qui réinvente les codes, du luxe et de l'industrie hôtelière aujourd'hui. C'est, pour moi Wilfried Morandini, le général manager du Cheval Blanc, Paris, du groupe LVMH. Très inspirant, figure emblématique. C'est vrai que j'ai lu pas mal d'articles à son sujet. Il a un parcours, exceptionnel, mais non, très, très inspirant. Franchement, si vous pouviez l'avoir, en invité, ce serait pour moi, ce serait exceptionnel. Excellent. Écoute, si, alors pour, l'anecdote, on s'est déjà rencontrés il y a quelque temps, et je crois qu'il m'a déjà été cité sur ce podcast, mais je ne lui ai jamais proposé. Ah Donc super! si tu le connais, tu nous mets en relation et je serais ravi de pouvoir échanger avec lui et de continuer cette belle conversation. Ouais, je t'en prie, je disais et enfin, je te propose, eh bien, justement de terminer, cet épisode traditionnellement sur Hospitality Insiders. Le mot de la fin, c'est le seul moment où je ne rebondirai pas sur tout ce que tu diras. Donc si tu avais un dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Écoute, je dirais, ne cherchez pas à être, légitime trop vite. Cherchez à être constant et pour moi, le reste suit toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.